21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre séquence de votre tribune panafricaine sur Info TV, Ourou Africa. 1h30 de réflexion, d'échange justement sur des thèmes et des problématiques qui meublent et entravent le développement de l'Afrique. Ce soir, on va justement revenir sur une séquence assez importante, justement inhérente au développement africain. On parle de l'élite. Comment est-ce que se moule l'élite africaine? L'on sait justement qu'au sortir des indépendances et même la phase post-colonisation, on a pu justement avoir une élite fabriquée. Ce soir, on va interroger justement cette élite-là. Est-elle toujours fabriquée? Est-elle justement axée et aujourd'hui ancrée sur des axes de méritocratie? Ou alors, c'est toujours le parrainage qui l'emporte lorsque l'on fait le décompte? On parle ce soir de l'élite africaine. Comment est-ce que, justement, elle se construit? Sur ce plateau, on va accueillir ceux qui vont nous accompagner. Je vais commencer par un stratège en communication politique. Je vais dire bonsoir, mais surtout bienvenue au docteur Jean-Moïse Mbok qui nous accompagne ce soir une fois de plus. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à toutes les équipes techniques, surtout à l'Afrique qui nous suit, qui nous regarde aujourd'hui et naturellement le monde qui va prendre certainement note de ce qui va être dit et ici aujourd'hui, vivement que ces sciences qui sont représentées s'expriment avec, j'ai envie de dire, liberté et tranquillité, oui, de manière à ce qu'il y ait par entraînement de l'action en face, parce que nous nous adressons aux gens qui devront prendre des dispositions, prendre des mesures, oui, passer à l'acte. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour pouvoir, en tant qu'observateur, échanger. Quelle est la température que vous avez par rapport à ce dont nous parlons ce soir? L'heure est grave ou bien il y a des collectifs qu'on pourrait faire? Il y a des collectifs qu'on pourrait faire parce que déjà, le fait d'en parler, c'est signe qu'il y a espoir. Oui. Deuxièmement, le fait de trouver l'assentiment pour un plateau comme celui-là, parce qu'il faut rappeler que venir, quelqu'un l'a dit en off, et vous allez le présenter, c'est un sujet de thèse. Venir thèser en quelques minutes, il faut vouloir le faire. Oui. Et il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, l'Afrique est le marché le plus important sur la face de la Terre, qu'il faut donc savoir pouvoir vendre au monde sans perdre l'essence même de ce que l'Afrique est. Donc c'est une juste mesure qu'il faut trouver, et je sais que ce soir, moi de toutes les façons, avec tout ce que je vois devant moi, je vais beaucoup apprendre. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, pour la présence. Je m'en vais m'incliner devant les anciens qui nous accompagnent de façon évidente. Ce soir, une fois de plus, le patriarche François Bikoro. Que dire? Une légende vivante du journalisme au Cameroun est parmi nous. Bonsoir, patriarche. Bonsoir Stéphane, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui viennent de se rendre compte que vous êtes enfin revenu sur les considérations qui les concernent. Le sujet ici, en réalité, tourne autour de la considération du rôle de l'élite, de l'objectif de l'élite, qui est élite, quel est l'acte que l'élite doit poser. La reproduction des élites doivent-elles se faire sur des critères qui ont été hérités de la colonisation, ou alors des critères de compétence, de qualité et surtout de souci pour qu'à la croisée des chemins, l'ensemble de la population puisse se retrouver dans son élite.
Merci François Bikoro pour justement ces phrases qui plantent le décor justement d'une réflexion qui va se faire autour de l'élite africaine. Timothée Somba, vous êtes certainement le Benjamin du plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes co-panélistes. Mon bonheur est heureux que d'avoir été associé à cet espace médiacratique qui a une coloration transgénérationnelle aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec les aînés, ces moments de sagesse, ces moments d'apprentissage. Je m'en voudrais de ne pas faire un coucou au top management d'Info TV, ainsi qu'à nos millions de téléspectateurs, dont les marques d'affection vont grandissant. Merci Timothée. Je m'en vais toujours vers la conquête de la science avec un autre docteur sur le plateau, Julien Ongeni, économiste reconnu désormais sur la place scientifique au Cameroun et même internationale, nous accompagne une fois de plus ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs à travers le monde. Toujours honoré d'être des vôtres pour éclairer à l'antenne de vos téléspectateurs. Et bravo au PDG pour cette télévision qui monte en puissance. La télévision qui m'a fait connaître au monde. Ça, je dois toujours le dire. En 2018, je crois, c'est ici que j'ai fait. Et dans ce studio, je me rappelle toujours mes premiers pas. Merci à cette télé et je serai toujours disponible pour la servir. Merci, docteur Julien Ongeni. C'est vrai que Info TV a cette capacité à fabriquer des stars. Il y en a qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, mais qui ont un vernis, un accent, un ADN. Info TV, c'est tout à l'honneur du top management, du PDG, qui justement donne la parole et donne l'espace à ceux qui méritent justement de la prendre en lieu public. Je termine les présentations avec un autre monument de la réflexion scientifique au Cameroun, docteur Didier Badjek, pour comment le présenter. On va s'appesantir sur le géostratège qui va encore une fois de plus ce soir laisser parler la science. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On va laisser parler la science. Vous me parliez des plateaux qui font naître comme ça, peut-être des élites, mais qui sont comme vernis par un voile par la suite, parce que on n'en ressort pas trop par ici, pour dire que le casting de l'élite aussi, c'est savoir ce qu'on va en faire. Oui. C'est une chose d'être parrainé, ou alors de mériter d'être élite, mais c'est une autre chose de pouvoir y rester et participer aux actions de développement de son pays. Donc je pense que cette problématique aujourd'hui, elle est envisagée sur plusieurs angles. Il y a déjà des copanélistes qui ont commencé à donner des... Je pense que ça va être très riche, mais j'espère que vous avez pensé aux enjeux et défis que posent donc les élites africaines aujourd'hui, qu'elles soient recrutées par méritocratie ou alors qu'elles soient recrutées par parrainage. On aurait plutôt l'impression que si jamais on faisait un bilan des élites aujourd'hui que nous connaissons, les arrivistes sont toujours restés au niveau où ils devraient être. Merci, Dr Badjek, pour ce décor qui est planté de façon assez musclée. On va dire que justement, ce sont les effets de la parole du docteur qui commencent visiblement à trouver écho. Je vais commencer par vous, Jean-Moïse Mbok, pour justement planter le décor. Alors, c'est un terme assez fourre-tout, élite. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par élite une fois que j'ai dit que ce soir, le thème, c'est la fabrication des élites africaines par méritocratie ou parrainage? Qu'est-ce qu'une élite, selon vous? Et justement, comment est-ce que vous entrevoyez son déploiement? Alors, selon mon entendement, effectivement, la notion d'élite est une notion croissante. Croissante parce qu'on part déjà du chef de famille qui est une élite. On continue par le chef de quartier, le chef de village, les différents responsables qui peuvent représenter une famille ou une communauté sont identifiés comme des élites. Oui. Ceux-là qui portent les fardeaux, les défis, les challenges d'une communauté et ont donc la matière pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Quand on va donc plus haut, que ce soit des fonctions dans l'administration centrale, que ce soit même dans le secteur privé, on a l'élite qui est simplement ces personnes ou cette personne-là qui est concernée par le quotidien
des autres et qui réfléchit donc à trouver des voies et moyens pour leur mieux-être, pour leur bien-être. Maintenant, généralement en Afrique, on a vu l'élite comme soit c'est le chef de l'État, soit c'est le grand baron qui décide de tout et qui a même droit de vie ou de mort sur les autres. Pourtant, simplement, à mon entendement, les autres vont certainement ajouter une élite et ce serviteur qui a de la matière, qui a de la science, qui a de la compétence, qui a tout ce qu'il faut pour rayonner de manière agréable et positive dans son biotope. Une fois donc qu'on l'a dit, l'élite va donc partir de la nation à la sous-région. Par exemple, en Afrique, on a la CEMAC. Il faut que l'élite puisse rayonner, pas seulement dans son pays, mais dans la sous-région, mais progressivement dans toute l'Afrique, parce qu'au fond, l'élite africaine n'est pas juste les chefs d'État, mais c'est une mosaïque d'intelligence dans tous les segments de la société qui constitue donc un socle qui permet à l'Afrique de pouvoir se présenter au monde, relever les défis, porter les challenges, mais comme je l'ai dit, surtout garder ses bases et ses fondations. Donc, dans un premier jet, c'est ce que je peux dire, l'élite est la personne qui est mise en avant, mais surtout au service des autres. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, patriarche François Bikoro, avec vous, on va justement faire un léger comeback en arrière pour justement prendre le marqueur qui est se sortir des indépendances, où justement on a vu une élite africaine rester ou alors être projetée aux affaires. On ne va pas faire le procès ici. On connaît l'élite Ojula, on connaît l'élite Focard, ceux-là qui ont été fabriqués par ces faiseurs de rois venus de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Washington et autres. Est-ce que vous avez l'impression qu'au départ du colon, avec l'élite africaine qui prend le pouvoir, on peut dire que justement il y a eu une bonne transmission et que cette élite-là est parvenue à impulser le développement tel que préconisé lorsqu'elle prenait le pouvoir et arrivait aux affaires? Je voudrais pouvoir, avec votre permission, placer le décor. Allez-y. Parce que pour comprendre un certain nombre de choses, il faut comprendre l'environnement, la situation et les personnages. Oui. Quand il y a Dey dans mon village, il y a le cueilleur de vin de palme. C'est un homme essentiellement important dans l'événement qu'on va faire. Oui. Il y a le gars qui creuse les tombes. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde de creuser une tombe dans mon village. Il faut être initié. Il y a la dame qui anime le deuil de la veillée en prononçant un certain nombre de paroles d'incantation qui permettent à ce que tout le monde qui est arrivé ce jour-là de fête de cet événement malheureux ou heureux, qui puisse avoir un message qui véhicule et qui influence le cours de la société. Il y a pendant la palabre un monsieur dont le rôle est de savoir parler aux gens. Parce que dans la douleur, il peut arriver que les gens soient mal à l'aise. Et lui peut mieux expliquer cette douleur. Quand on voit les sociétés ouest-africaines en son temps, vous allez voir que l'élite occupait une position d'influence et de pouvoir dans un secteur donné qui permettait que lorsqu'il lance un mot d'ordre, que les gens se reconnaissent en lui. Ce type d'élite s'appelait forgeron en son temps. C'était le type qui cousait les habits, les tisserands. Oui. C'était le grand cultivateur du coin. Et c'était le chef. Lorsque les indépendants sont arrivés, je ferai un coucou comme ça à tous les analphabètes qui sont allés à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, laissant l'autre élite dont vous faites allusion, celle dont la transmission des influences a été faite sur une base de perpétuation de l'ordre qui était là avant. C'est-à-dire que le colon, étant obligé de partir, a dû très rapidement procéder au remplacement du colon à la peau blanche par la peau noire. Et il vous a imposé un certain nombre de personnages qui vont jouer un rôle dans la nouvelle cour qui va se mettre en place. Oui. C'est là que vous appelez tout à l'heure les luttes odulatistes. Tout à fait. Parce que pour mettre un critère de convergence ou de divergence sur les gens qui ont remplacé le colon, vous allez mettre des critères qui sont erronés, qui ne s'adaptent pas à l'environnement. Et là, vous comprendrez que votre type d'élite, c'est celui qui est devenu par un mécanisme de masse. C'est-à-dire que vous faites comme on a vu une élection, l'autre jour, on en aura peut-être demain en ce qui concerne les maires et les députés. Il suffit qu'un certain nombre de personnages sans comment on peut dire ça,
ils n'ont pas de capacité, de qualité, de talent. Ils se retrouvent plus nombreux par rapport à une autre personne. Si on les met deux ensemble, vous allez constater que celui qui va être élite, mise en place par un système qui n'a pas les mêmes critères que les critères de l'environnement, vous allez donc avoir un type qui devient député, qui devient maire, parce qu'au moment de l'élection, certains étaient au deuil hors du village, d'autres étaient malades, d'autres étaient frustrés. C'est assez caricatural ce que vous dites, Patriarche. Ce n'est pas caricatural. Vous m'avez demandé de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Oui. Comme je peux vous dire que les analphabètes qui sont allés voir l'environnement du blanc, qui était en situation d'élite, et de celui qui fabrique les élites. Ils sont donc allés voir les gens de Djoula en France. Ils sont arrivés en plein hiver, ils se sont rendus à l'évidence que tout ce qu'on leur a dit concernant les critères d'élite ont été fracassés parce qu'ils se sont rendus compte que le blanc ment, le blanc pille, le blanc a peur, le blanc vole. Cependant que les élites qui avaient été choisies par Djoula, je dis ici Djoula juste un générique. Oui. Un générique. Mais c'est quasiment le un générique situationnel. Oui. Ceux qui sont restés et qui auraient dû donc jouer l'influence par rapport à la situation de liberté dont avait besoin l'Afrique, ils sont devenus compradors. Et vous êtes donc rendu compte que les gens qui ont libéré l'Afrique, dont une influence sur les élites africaines, sont des analphabètes qu'on a appelés tirailleurs sénégalais. Tout à fait. Quand ils sont rentrés, ils ont dit le type d'élite qu'on vous a choisi là est une élite de perpétuation de la situation d'avant. Et on a donc, dans les années 50, les années 60, on a vu que l'Afrique a bougé. Parce que justement, des gens qui sont restés dans la posture de creuseur de tombes, la posture de cueilleur de vin, qui aident à l'animation de l'événement, ils sont venus dire le type d'élitisme qu'on vous a donné là n'est pas bon. Les Afriques se sont donc libérées. On sort donc de cette situation, on se rend à l'évidence que les mécanismes qui sont restés en place sont tellement forts qu'il a fallu beaucoup de temps jusqu'en 2025 pour qu'on se rende à l'évidence que les acquisitions de savoir savant qu'on a laissé en place, c'est-à-dire des gens qui ont fait de très bonnes études, oui, et qui se sont mis en influence perpétuant la volonté de la masse africaine de se libérer, d'être en situation de souveraineté, et ils sont demeurés élites. Mais il y a d'autres qui ont trouvé d'autres moyens d'être dans la cour, mais qui n'ont pas de capacité, de qualité pour être appelés élites. Merci. Ça devient donc compliqué à ce Très moment-là. compliqué. Timothée Somba, nous sommes en 2025. Le patriarche nous a fait justement le feedback historique souhaité. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, lorsque vous observez le déploiement de l'élite, qu'il y a une adéquation entre le peuple et son élite sur nos contrées africaines? On peut prendre pour référent notre pays, le Cameroun. Bon, je serai obligé de donner ma perception de la notion d'élite. Oui. L'élite peut être définie comme une personne reconnue comme intrinsèquement ayant des atouts qui lui permettent de se distinguer parmi la masse et susceptible d'impulser ou de porter les aspirations de la dite masse. Oui. Dans ce cas, on aura donc plusieurs types d'élites. Les élites traditionnelles, les élites intellectuelles, les élites sportives, les élites économiques, ainsi de suite. Mais la dimension de l'élite prend un ancrage dans la logique de la vertu. Oui. Parce que ce qui va différencier une élite d'un big man, si je m'en tiens aux travaux de Jean-François Médard sur la théorie du bigmanisme, le big man est cet entrepreneur politique qui capitalise les mêmes ressources, mais qui les met au service de sa clientèle. C'est ce qui aboutit donc au clientélisme politique. Et généralement, ce sont des entrepreneurs politiques. Ils ne rendent pas des services aux gens de façon vertueuse, de façon gratuite, pour la finalité collective. Mais ils rendent des services pour obtenir des gains politiques en retour. La question que vous me posez donc, en adéquation avec la thématique, crée ce choc-là entre la rationalité légale qui doit guider la dimension élitaire de la société et la fameuse question du patrimonialisme ou du néo-patrimonialisme. On va observer que dans la logique de rationalité légale, les élites sont reconnues pour leurs compétences que je peux qualifier
de hors du commun, je mets hors du commun entre guillemets. C'est pas pour dire que les autres ne valent rien. Alors, ils vont occuper des postes en raison de leurs compétences, en raison de leur qualification ou en raison de leur diplôme, qu'il faut-il le reconnaître, est une présomption de connaissance. Tout à fait. De compétences. De compétences aussi. Ce sera donc un type de savants serviteurs qui vont accompagner la collectivité, parfois sans se rendre compte elles-mêmes, les élites, qu'elles sont importantes. Et c'est Max Weber qui développe bien cette dimension dans son ouvrage intitulé « Le savant et le politique ». Par contre, à côté, on a une autre forme d'élite dont la sanction ne repose pas sur la méritocratie, mais sur les liens d'allégeance avec les parrains. Est-ce que c'est nouveau? Depuis Ojula au Cameroun, est-ce que ce n'est pas le même phénomène qui a conduit à ce que cette autre forme moins vertueuse d'élite qui a pignon sur nos rues puisse exister? Cette allégeance à un lobby, à un réseau qui permet à ce qu'on puisse se positionner sans avoir les vertus que mettait en avant le patriarche. C'est là où j'allais justement chuter. Oui. Donc, à côté de cette élite qu'on choisit, qu'on produit, qu'on forme sur la base de la méritocratie, on a donc une autre élite que l'on moule sur les critères d'allégeance. Le problème va se poser au niveau de la téléologie. Pourquoi? L'élite produite sur la base de la méritocratie aura toujours ce lien, la question que vous m'avez posée, avec la base. Parce que sa mission première est de servir le collectif. Alors que l'élite d'allégeance peut être sujette à ce que l'on appelle les dysfonctions dans la chaîne d'allégeance. Elle va donc davantage servir non pas le collectif, mais le parrain. Oui. Vous allez donc observer, si c'est le cas dans un gouvernement, qu'un ministre n'est pas jugé pour ses performances en termes de réalisation, de routes, de ponts, mais sur sa capacité à faire ce que celui qui l'a nommé, celui qui l'a placé là, observe ou apprécie. L'effet pervers de ce modèle de fonctionnement est que, à la fin, il y aura hiatus entre la base et les élites d'allégeance. Maintenant, puisque les deux logiques peuvent coexister dans un État, on va se rendre compte que le choix de l'option méritocratique ou de l'option d'allégeance dépend des enjeux politiques du moment. Lorsque les Blancs s'en vont, ils laissent un Cameroun à une élite minoritaire. Dans un contexte de coup d'État et autres, l'enjeu à cet instant était de contrôler les parcelles et de contrôler toutes les parcelles de pouvoir. D'où la nécessité de produire l'élite sur la base du critère d'allégeance. Oui. Mais on se rend compte aujourd'hui du parrainage. Parce qu'il fallait contrôler ceux à qui on confie la gestion de certaines choses. Mais aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, le patrimonialisme ne passe plus. D'où ce fameux hiatus qu'on observe entre la base et son élite. Au point où aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes docteur, professeur, au lieu d'être célébré, vous pouvez facilement être honni. Est-ce que le logiciel de production des élites sur la base des allégeances de parrainage seul suffit encore à satisfaire les populations aujourd'hui? On va répondre à cette interrogation dans le déroulé. Je prends l'avis du docteur Ongeni sur le plateau. Alors, Timothée Somba met en avant deux types d'élites. Une qui est justement soumise à la rigueur scientifique, qui connaît de quoi il est question, et une autre qui doit son ascension à sa capacité à faire allégeance à tel ou tel réseau. Est-ce que lorsque un ministre ou un directeur général se retrouve à une situation de pouvoir et qu'il sait en son fort intérieur qu'il ne doit sa situation, sa position qu'à un lobby, est-ce qu'à ce moment-là, il y a grand chose à attendre de lui? Stéphane, on ne peut pas bâtir un pays en s'inspirant des loyautés. Il y a les travaux d'un Béninois qui a beaucoup travaillé sur la problématique.
Aniyekin. Et quand vous lisez ces travaux, ils vous démontrent un peu comment l'élite a évolué. Et Timothée a si bien fait de le rappeler tout à l'heure. Il y a cette élite précoloniale, il y a cette élite coloniale. Et puis il y a cette élite qui a évolué avec notre environnement. Oui. Et quand je me rapproche de lui, en lisant ses travaux, je rentre un peu dans cette nouvelle élite-là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Qu'est-ce qui la caractérise singulièrement? Laquelle? La nouvelle élite. Oui. C'est ce que l'on peut également appeler les influenceurs de notre temps. Ce sont des élites. Quand vous prenez par exemple Samuel Eto'o c'est un influenceur Oui. dans le domaine du football. Il y a des influenceurs médiatiques, vous êtes un influenceur médiatique. Merci. Vous êtes une élite. Mais cette élite-là n'est pas dans l'ancienne école, parce que l'ancienne école voit l'élite politique. Et cette élite politique-là, elle est restée élite politique jusqu'à actuelle. Oui. C'est-à-dire, elle n'a pas évolué. On s'est dit, l'élite doit rester l'élite politique. C'est un peu l'idée qu'on se fait aujourd'hui. Or, il faut bien savoir que l'élite est au centre du développement socio-économique et même politique Tout à fait. d'un pays et même du continent africain. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique a toujours baigné à l'intersection de la méritocratie et du parrainage. Mais il se trouve à un certain moment que le parrainage, sur le plan historique, jusqu'à ce jour, continue à dominer. Certes, la méritocratie est là, mais en réalité, on a l'impression que, quand vous observez un peu le train, ce que les économistes appellent le train de la courbe, Oui. on a l'impression que le train, n'est-ce pas, du parrainage prend le dessus sur... Il prend de plus en plus au-dessus. Oui, sur le train de la méritocratie. Et donc vous aurez deux courbes, une sera croissante et l'autre sera Avec quelle décroissante. conséquence? La conséquence, c'est le sous-développement socio-économique, parce qu'il va se poser à un certain moment les questions de gouvernance. Il est clair que lorsque vous avez opté pour un modèle de loyauté, la méritocratie n'est pas là. Et à la fin, la question de compétence peut se poser. Ce qu'on attend à la fin, c'est-à-dire l'output attendu, c'est ce que les populations attendent. Est-ce que cette élite-là, qui a été façonnée du point de vue de la loyauté, sert automatiquement la classe sociale qui attend, Oui. n'est-ce pas, que l'input, parce que l'input, il faut bien savoir que la question de l'élite, c'est un peu le capital humain en économie. Et ce capital humain, doté de ses compétences, n'est-ce pas, doit nous produire un output. L'output, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que les populations ont besoin. Alors, à compter du moment où cette élite, au quotidien, sa manière de gérer, sa manière de manager, et que les populations n'arrivent pas à ressentir, n'est-ce pas, le bien-être, c'est questionnable. Et on se pose bien la question de savoir, est-ce qu'on a opté pour le capital humain? Parce que la question de la méritocratie, c'est la question du capital humain en économie. Et le capital humain contribue au développement, contribue à la production. Et donc, l'élite africaine aujourd'hui est restée un peu dans cette approche, ma foi, coloniale, et puis élitiste sur le plan politique. Mais en réalité, on ne tient pas trop compte de la méritocratie et même d'autres élites qu'on peut fabriquer, qu'on peut davantage fabriquer. Parce que l'élite même qui s'auto-fabrique, parce qu'il y a une élite qui s'auto-fabrique, mais cette élite-là n'est pas accompagnée. Or, si on accompagne cette élite, c'est également une manière de la façonner. Merci, Dr Julien Guéné. Dr Badjek, alors, à un moment, lorsque l'on observe justement le déroulé en termes de parcours d'élite, on a l'impression qu'au sortir des indépendances, ceux qui restent sont plus ou moins teintés d'une certaine compétence, puisque généralement ce sont des Africains qui ont fait des études en métropole, c'est à eux qu'on confie le pays. Aujourd'hui, nous sommes 60 ans plus tard, ceux-là à qui on a confié les pays africains sont pour la plupart en train de sortir du parcours, mais on a l'impression qu'on est dans un cycle de reproduction où ceux-là essayent en partant de laisser aux principaux strapontins de la République, des républiques, des enfants, des cousins, des cousines, des femmes, des neveux. Est-ce que ce modèle-là
si l'on s'en tient à l'actualité, aux actualités que l'on peut déceler ici et là, est capable de porter nos pays africains vers l'émergence souhaitée? Non, je pense que ce que mes prédécesseurs ont décrit, partant de l'historique même, ou on va dire de l'historicité de la fabrication des élites jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui, en essayant de pouvoir faire une certaine typologie, n'est-ce pas, de leur appartenance à partir de deux grands vecteurs. Eh bien, on se rend compte que particulièrement en Afrique, les élites ont été cadenassées dans le néopatrimonialisme et ne peuvent produire que, n'est-ce pas, ce que l'on attend du néopatrimonialisme, c'est-à-dire que c'est de la valeur politique peut-être, de la loyauté qui se perpétue, n'est-ce pas? Et la loyauté vis-à-vis de qui? De ceux qui ont parrainé, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que, n'est-ce pas, toute l'économie est produite en fonction des gens qui, en réalité, ne créent rien, aucune valeur ajoutée, pas d'économie de biens et de services. Pourquoi? Vous allez voir ici aujourd'hui, quand on va l'enfant en terminale, on commence à voir s'il va aller à l'ENAM, s'il va entrer au CUS, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de valeur ajoutée, de création de valeur ajoutée. Alors que la nouvelle élite, dans les sociétés modernes, aujourd'hui, c'est en réalité les élites de l'économie numérique, c'est les élites diasporiques, c'est de la musique, les élites même globalisées. Vous ne savez pas ce que ramène, n'est-ce pas, un haut fonctionnaire dans des organismes multinationaux. La diaspora. Voilà, la diaspora même. Donc, voyez-vous, on a fixé une élite aujourd'hui qui est une élite de nom. Et puis, on sait très bien les appeler, hein, tous ceux qui sont dans le protocole. N'est-ce pas? Vous savez comment est-ce qu'on les appelle? Respectifs. Il y a les élites politiques, les élites traditionnelles, les élites religieuses, qui n'apportent en réalité rien du tout au développement. Et la manière avec laquelle ils ont été sclérosés et entichés, n'est-ce pas, dans le néopatrimonialisme, ne crée que, en fait, des personnes qui n'apportent rien du tout, sinon la pérennité de cette vision toujours politique qui n'est pas mauvaise au départ. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait plusieurs. Je ne voudrais pas qu'on aille dans tous les sens. Je posais une question sur, justement, ce pouvoir qui avait été remis de façon plus ou moins compétitive, puisque ce qui revenait de Paris, de Bruxelles, étaient généralement des gens formés à l'école occidentale et qui avaient une présomption de compétence. Mais aujourd'hui, forcément, ceux à qui on confie les pays sont des gens qui sont avec nous ici, mais qui, par plus ou moins inclinaison, ou alors par ascendance ou descendance, sont ceux-là qui ont des affinités avec les tenants du pouvoir. Est-ce que vous percevez justement le résultat d'un tel basculement de pouvoir vers des gens qui peut-être n'ont pas les compétences adéquates et requises pour porter justement nos pays africains vers les émergences souhaitées? Oui, mais nous sommes arrivés peut-être à la définition de l'élite aujourd'hui. Il y a des élites qui sont parrainées, qui arrivent, n'est-ce pas, à produire quelque chose, à être différents des autres. On ne va pas les condamner. Mais c'est qu'il y a... Qu'est-ce que l'on fait? Oui, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui de l'élite? C'est la question que vous posez. Aujourd'hui, les élites sont là, en dehors de ce que certaines créations vont provoquer des fractures sociales, comme vous avez dit. De père en fils, on est officier, de père en fils, on est médecin, on est juriste, on est magistrat, ainsi de suite. Ça provoque une fracture sociale, quel que soit le cas. Mais aujourd'hui, il faudrait voir quelle est la productivité de l'élite. Et pourquoi? Est-ce que c'est une dynamique? Il y a quelqu'un qui a parlé aujourd'hui de la dynamique. Sur le plan des ressentis, est-ce qu'il est normal qu'on soit officier de père en fils, de neveu à cousin, de parents à tante, dans une seule famille, 8 officiers supérieurs? Est-ce que lorsque, dans un village, dans une contrée, quand on se retrouve avec ce genre de situation, est-ce que ça ne crée pas des frustrations ici et là? Que, par exemple, les Akono sont officiers supérieurs du village pendant 40-50 ans, alors qu'il y a quand même d'autres habitants.
il y a des traditions, hein. Il y a des traditions élitistes, malheureusement, de père en fils. Il y a des traditions qui existent. Il ne faut pas écarter ce genre de réalité. Oui. C'est-à-dire que vous avez un père qui est médecin et qu'il voudra à tout prix que son fils soit médecin, il va le mettre dans les conditions idoines pour pouvoir arriver médecin. C'est pas ça qui est la question. Bon, peut-être que les familles que vous citez courent vite et sont résilientes, c'est pour ça que il y a beaucoup d'officiers à l'intérieur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut éviter que ce choix soit prépondérant par rapport au mérite. Et c'est ce qui choque aujourd'hui. Oui. Lorsque vous allez écouter, nous venons de vivre l'épisode de la campagne présidentielle. Vous avez vu dans les humeurs, n'est-ce pas, de la population, vous entendez une femme qui dit, mais mon fils a tout eu, il est là, il chôme. Qu'est-ce que l'on fait de l'élite? Est-ce que déjà il n'y a pas une sorte de mauvaise utilisation de cette élite parce que le pays n'a pas de vision? Quand vous envoyez des gens formés, être fonctionnaire au Cameroun est une fin en soi. Je suis désolé, on marche sur la tête. On ne produit aucune richesse avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire est là pour réguler, n'est-ce pas, la vie de la nation et devrait être utilisé de manière homéopathique pour tenir certains pans, par exemple de la gouvernance de la République, n'est-ce pas, et aussi faire tourner les choses parce que l'État devrait contrôler, mais l'État ne devrait pas être le principal recruteur de l'élite ou bien d'autres choses. Aujourd'hui, dès que vous avez un enfant, il doit aller à l'ENAM, il doit aller au CHU, il doit faire ci, il doit faire ça. Et on ne produit rien. Mais pourquoi? Parce que c'est le système économique qui le veut. Et on reste cantonné. Économique ou politique? Non, c'est Est-il mieux aujourd'hui un parent? Économique, c'est la conséquence. Un parent qui a les moyens justement de garantir une place dans une école très prisée à son enfant que de l'envoyer dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est parce que c'est une course effrénée justement à ce qui est le plus facile possible et qui coûtera cher à nos jeunes États demain. C'est de ça qu'il s'agit. On court, bien entendu, vous et moi. Et moi, si aujourd'hui on me dit, bon, écoutez, mon enfant en terminale va en première année à sa licence, et qu'on me dise que je peux entrer à l'ENAM pour magistrat, je serais peut-être tenté de laisser ça. Mais on va dire un budget de plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. On ne sait jamais. Non, ce que nous voulons dire, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on puisse asseoir la vision économique sur la vision politique et voir ce qu'on va faire de la formation et de la création de l'élite. Vous voyez, lorsque l'élite diasporique arrive, elle est déjà formée, elle est déjà constituée, elle essaie de voir dans quelle mesure elle peut investir, apporter une valeur ajoutée. Mais c'est cette élite-là qui achète des champs, qui produisent, qui essaie de faire des petites cellules d'agro-industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, il faudrait qu'on s'oriente autrement pour ma part. L'élite doit cesser d'être ce titre ronflant qui, à travers les cérémonies, se font distinguer, n'est-ce pas, par des appellations honorables de ceci. Et c'est extrêmement, c'est camerounais en réalité, hein, cette manière de les distinguer et tout. Et ça ne sert pratiquement à rien. Moi, je dis, le fonctionnaire est là pour faire marcher la République, les institutions et tous les rouages de cette République, l'aspect régalien de certaines actions de l'État. Très bien. Maintenant, il faudrait que nous partions vers une élite, celle-là qui peut encadrer une masse critique pour pouvoir assurer le développement du Cameroun. Et celle-là se situe dans d'autres horizons. Dans d'autres horizons qui sont la compétence, qui sont la multiplication des orientations de développement et toute autre chose. Merci, docteur. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors, beaucoup font aujourd'hui le procès à cette élite-là, l'entrée d'Occident dans les années 70, 80, professeurs, docteurs, agrégés de ci et de cela, mais l'état des pays africains aujourd'hui interpelle, puisque c'est eux qui étaient censés porter justement ces pays-là vers des cimes en termes de développement et même en termes d'avancées scientifiques. On a l'impression que c'est plus embourgeoisé qu'autre chose. Lorsque vous êtes à Yaoundé et que vous connaissez le nombre de professeurs aux affaires dans notre pays, on peut quand même s'interroger sur leur capacité à porter l'ambition du développement et même d'émergence, qui est pourtant un slogan qui a été affiché par le numéro 1 camerounais. Tout à fait. En fait, quand on prend l'historique, on se rend bien compte que c'est pratiquement dans les années 2000 que l'Afrique entre dans une réelle autodétermination, où on peut commencer déjà à se donner un objectif, se donner des cibles. Mais avant, il y avait une envie
de réaliser un ensemble de concepts et de projets, mais qui étaient tout le temps ralentis, déviés par qui vous savez. Aujourd'hui, il faudrait bien qu'on comprenne que le problème, ce n'est pas l'élite. Parce que le problème n'est pas que l'élite. Oui. Le problème, c'est d'abord la vision qu'on se donne. Et là, je suis bien d'accord avec le colonel. Il faut que le Cameroun, pour ne parler que de ce pays, se dote d'une vision, et une vision qui sort de la parade à la conquête. Parce que s'il faut prendre un terme militaire, quand on parle de soldat d'élite, c'est un soldat qui sort du lot et qui a une capacité d'atteindre une cible que tout le monde n'atteindrait pas facilement. Donc, à ce niveau, pour qu'un soldat soit compté comme l'élite, c'est un soldat qui a rentré dans l'axe de la prouesse, qui à une certaine distance peut atteindre une cible précise. Mais ça part des thèmes de référence que nous nous donnons en tant que Camerounais et de la vision que nous voulons atteindre. Par exemple, sur le pan de l'industrialisation. Oui. Aujourd'hui, nous voulons nous industrialiser. Vous allez voir que le problème, ce n'est pas l'élite ou la compétence de l'élite, mais c'est la vision que nous voulons atteindre. Une fois que cette vision est définie, l'élite va se réajuster, va se recadrer et va se mettre aux normes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que justement, vous avez au Cameroun une élite universitaire qui finit par se reconvertir en élite dans l'agriculture ou politique, tout simplement parce que la cible est définie et l'objectif est clair. Quand l'objectif est clair et la cible est définie, vous allez vous rendre compte que devenir une élite dans le sens de l'exception, dans le sens de la particularité, va devenir facile. C'est pour ça que dans ma définition de l'élite... Pourquoi est-ce qu'on a l'impression donc sur le plan opérationnel, cette élite-là échoue? Puisque bardé de diplômes, avec présomption de compétence, et avec reconnaissance internationale même pour certains, mais arrivé sur le plan opérationnel, vous êtes ministre de ci ou de cela, malgré vos diplômes, sur le plan justement du rendu, il n'y a pas de résultat. C'est pour ça que je parle d'élite qui est confrontée à la parade nationale. Donc c'est les cérémonies, c'est les événements, oui, c'est des rencontres. Et l'élite qui est confrontée à la mondialisation, donc qui a une cible à l'international à aller conquérir. Et là, on rentre dans la compétition. Vous ne partez plus au hasard. Parce que quand on parle même de la diaspora, en fait, on parle des diasporas. Parce que la diaspora malienne, la diaspora burkinabé, la diaspora nigérienne et la diaspora camerounaise n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes buts à atteindre. Oui. Parce que certainement ailleurs, les objectifs sont clairs. Ils sont clairement définis. Quand on dit à une diaspora que le but est d'ouvrir, par exemple, un fonds d'investissement qui va appuyer tel secteur ou tel domaine, l'attitude de la diaspora est différente. Quand on établit une vision, un objectif à atteindre, ça forge l'élite à pouvoir commencer à porter du fruit et atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas envie de tirer simplement sur l'élite, mais il faudrait qu'on se détermine à avoir une vision dans tous les différents secteurs qui font le Cameroun c'est pour qu'on puisse avoir une élite efficace. Ça veut dire que depuis pratiquement 50 ans, nous sommes en navigation à vue et qu'il n'y a pas de vision justement stratégique pour porter la mission d'émergence. Alors qu'on a des gens qui sont minimalement certifiés, docteurs, professeurs et autres. À quel niveau est-ce que justement le saut, pas qualitatif, anti-qualitatif, se fait? Puisque ils sont professeurs, ils sont docteurs, mais ils ne parviennent pas à impulser le développement. Mais Stéphane, c'est là le problème. Premièrement, vous avez suivi la campagne présidentielle qui vient de se terminer, où les partis d'opposition prenaient la peine de rappeler qu'il y a un sérieux problème de gouvernance et de communication de la dynamique dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Beaucoup de Camerounais voient l'émergence comme de nouveaux bâtiments, les routes, les hôpitaux. Non, ce n'est pas que ça. L'émergence, c'est la conquête du marché mondial. L'émergence, c'est de pouvoir produire, vendre, pour pouvoir attirer des devises, donc des richesses. Alors, la majorité des personnes au Cameroun aujourd'hui voient l'émergence comme avoir de très bonnes routes, avoir de très bons hôpitaux. Malgré cette vision assez novatrice, ces partis d'opposition n'ont pas été suivis. Ces partis d'opposition n'ont pas été suivis, c'est un autre sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'élite et la vision. Et je veux qu'on reste là-dessus. Oui. Parce que si on ne reste pas là-dessus, et vous l'avez dit, on sera en train de partir dans tous les sens. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le problème, ce n'est pas l'élite seulement. Le problème, c'est la vision. Et si je me tiens au discours d'investiture du président Biya,
il a commencé à fixer un cap, donner des orientations, des objectifs à atteindre quand il parle des jeunes et des femmes. Là, on devient plus précis. Quand il parle d'industrialisation, on devient plus précis. Et moi, j'ai envie de dire que je lui accorde un blanc-seing en disant, ok, Au président Biya. oui, ok, vous avez annoncé ceci, voyons ce que ça va donner. Mais Stéphane, et j'insiste là-dessus, il faudrait bien qu'on comprenne que quand on parle d'élite, on parle de personnes exceptionnelles, Oui. qui ont des capacités pour l'intérieur et l'extérieur. Et c'est à ça qu'il faut qu'on tourne nos élites aujourd'hui. Au point où, quand on parle de mon village, par exemple, qui est très fertile, que l'élite de chez nous ne se voit pas juste comme le titre et le grade qui vient impressionner les gens au village, mais comme la personne qui a la capacité d'apporter et d'impulser réellement le développement dans tout ce que je peux produire dans mon village, Oui. en termes financiers, en termes de relations, en termes même de relèvement du niveau de la jeunesse de mon village. C'est comme ça qu'on voit l'élite en fait. Quelqu'un qui peut impulser, amener les gens à être meilleurs, à apporter, si vous voulez, des vertus qui produit des richesses. Le docteur ne pas parler, par exemple, du sport tout à l'heure. Quand une élite comme Samuel Eto'o arrive quelque part, c'est-à-dire que on devrait réunir tous les jeunes qui ont quand même des talents et des compétences dans le football, avec qui il s'entretient à la base. Mais qu'est-ce qu'on réunit aujourd'hui? Ce sont des copains, c'est des amis, des gens qui vont venir lui faire des cafés, le saluer, ainsi de suite. Donc son influence n'est même pas comprise jusqu'au détail. Celui qui est journaliste, par exemple, c'est lui qu'on devait amener en fin d'année vers les enfants. Vous voyez souvent en fin d'année des enfants qui sont très brillants, aller le journal à la fin de l'année, ainsi de suite. C'est les Stéphane Barga qui doivent encadrer ce genre d'enfants et même pendant les vacances, essayer d'échanger avec eux pour nourrir cette passion et la développer. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que, et je l'ai dit dans mon propos premier, je reste entièrement positif, je reste persuadé, même péremptoire, que l'Afrique peut faire des choses extraordinaires. Mais ça va passer par se renouveler, se réinventer, mais se parler dans une dynamique claire et simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et où est-ce qu'on peut l'apporter pour créer des richesses? Merci. Quand on a vu ça comme ça, on ne passera plus le temps juste à tirer sur nos élites, mais on va réfléchir à une gouvernance d'action qui permet d'aller dans d'abord à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, pour pouvoir produire des richesses. L'intelligence est là, la compétence est là. Il faut maintenant qu'on entre dans l'existentialisme, comme disait Jean-Paul Sartre, pour pouvoir passer à l'action, produire, travailler, s'autodéterminer et ne pas croire qu'on va arriver par hasard. Mais c'est le fruit du travail de tous et de chacun. Merci Jean-Maurice Mbok. Patriarche Bikoro, je me tourne vers vous. Alors, on a l'impression, en écoutant les uns les autres, que nous sortons, ou alors nous peinons à sortir de 60 ans quasiment de navigation à vue, avec une élite qui n'avait pas justement de vision, qui n'avait pas un cadre normatif, qui n'avait pas un projet. Elle est arrivée aux affaires, a pris des affaires, s'est contentée de profiter des privilèges, justement, des situations, mais qui n'avait pas un plan, une vision. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Il faut la balayer et essayer de trouver, ou alors de fabriquer une élite plus dynamique, marquée du sceau de la compétence, ou alors on peut encore essayer, comme le docteur Mbok le disait, de donner un blanc-seing à ceux-là qui, depuis 60 ans, sont avec nous, avec des résultats plus ou moins mitigés. Moi, je vais un peu vous surprendre et rester dans la spiritualité. Vous connaissez le mille pattes? Oui, l'animal. Vous voyez, vous venez encore de vous tromper. La chenille. Le mille pattes n'est pas un animal. On va dire quoi, c'est une Quand le chenille. mille pattes se déroule d'un coin à un autre, dès qu'une patte se pose la question de savoir comment nous faisons pour marcher ensemble alors que nous sommes 1000. Il y a dégringolade dans la marche. Première chose. Les sociétés les mieux accomplies sont celles qui se font sur le domaine de la ruche et de la termitière. Ici, il s'agit de juger quelqu'un à sa capacité, il s'agit de juger la carpe, à sa capacité à voguer dans l'eau, pas à monter sur un arbre. Première chose, il ne faut pas donner à vos téléspectateurs l'impression que le fils de Badjak ne peut pas être colonel. Parce que Badjak est colonel. Et là, je vous reviens, l'élite africaine a un seul objectif. Aller à la conquête du monde,
mais en gardant une base solide de l'africanité. Est-ce qu'à ce niveau, vous nous avez bien compris, Patriarche? On n'a pas dit que le fils de Badjek, le docteur, ne pouvait pas être colonel. Mais lorsque chez le docteur Badjek, ils sont 4 colonels, 5 issus seulement du clan Badjek, c'est à ce moment-là que ça commence à poser Vous problème. avez parlé de méritocratie. Si les 9 enfants de Badjek deviennent des soldats d'élite, est-ce pour autant qu'on va les abandonner dans cet environnement de terrorisme qui sort de l'extérieur parce qu'ils sont les enfants de Badjek? Est-ce qu'il y a que les Badjek qui sont les plus intelligents? Si je n'ai pas dit cela, maintenant je reviens à l'africanité. Maintenant je reviens à l'africanité. Dans mon village, à Dakar, au Sénégal, comme à Fondjono-Kwet, on ne devient pas forgeron au hasard. Comme on n'est pas sorcier au hasard. Comme on n'est pas médecin au hasard. Vous ne pouvez pas, pour le plaisir d'un équilibre néolien, vouloir niveler les talents à la base parce que vous voulez, sur la base des critères occidentaux, faire en sorte que le peuple soit content. Parce que quand le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les 1000 pattes sont dans le même panier avec les crabes. Parce que vous voulez à tout prix que dans une société qui n'ait pas trop de 1000 pattes, parce qu'ils sont les enfants de Badjak, vous allez donc chercher les crabes du côté de Stéphane Barga pour que la société donne l'impression que nous sommes tous ensemble. C'est qui se passe. C'est dans une reproduction permanente. Ce n'est pas justement la reproduction. Sans ajustement avec quelques crabes aussi. Je dis que la société est faite de telle manière. Je vous ai pris la ruche et la termitière. C'est assez grave ce que vous dites. Chacun joue un rôle dans la ruche et dans la termitière. Et chacun est là, le talent est une référence. Est-ce que le soldat, fils de Badjek, lorsqu'il va au front, ne défend pas la République par rapport au talent de guerrier dont il a reçu connaissance? Moi, je pense que quand un enfant a un propre forgeron, il est prédisposé à avoir du talent de forgeron. Mais il ne faut pas que dès qu'on se rend compte que le forgeron vient de construire une maison au village, grâce à la forge, que subitement vous ramassez tous les autres enfants, allez être des forgerons. À la fin, on va avoir l'impression que le professeur d'université, dont le rôle est de fabriquer les intellectuels dans un pays, vous voulez à tout prix que comme il y a 9 ministres, que le professeur quitte l'université. Allez être ministre. Vous êtes en train de juger plutôt le ministre et non celui qui a des talents de quelqu'un qui professe la connaissance. Il faut qu'on fasse des efforts pour que lorsqu'on prend un enfant, il y a l'initiation. Chez nous, on l'a mené au village, dans la brousse, on lui disait qu'est-ce qu'il faut faire demain pour défendre le village. On lui dit il y a un sorcier qui habite à tel endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner? On lui dit qu'il y a le chef catéchiste là-bas. Ça fait donc que dans son motif d'influence, parce qu'une élite est une élite d'influence, une élite de pouvoir. Et pour que vous soyez influent, que vous ayez le pouvoir, il faudrait que la masse dont vous avez à diriger se reconnaisse en vous et en elle-même. Nous sommes en train de juger les professeurs d'université sur la base d'un critère qui n'a rien à voir avec ça. Pourquoi dans leur talent, ils ont décidé d'enseigner. Si vous mettez, et c'est là que se trouve dans le problème, tous les moyens nécessaires pour que le forgeron ait du fer à forger, pendant que le cultivateur est la terre pour mettre en semence, vous aurez des critères de convergence et de divergence un peu plus différents que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que, à un moment donné, vous voyez des gens qui étaient prédestinés à être forgerons, d'autres prédestinés à être professeurs d'université. Dès que vous échangez les rôles, dans la perception, on a l'impression que le professeur d'université a échoué. Ce n'était pas l'initiation qu'il a reçue d'aller être en concurrence avec quelqu'un dont le destin était de faire autre chose. Et les Chinois et les Russes ont essayé de réussir ça à un moment avec les Sovkhoz et les Kolkhoz. Les Chinois jettent des trucs à terre et on voit dès là, avant l'âge de 6 ans, ce dont Dieu a pourvu comme talent à quelqu'un pour que demain, ce talent éclot à travers l'environnement que vous allez mettre en place et on a donc la véritable élite dont on a besoin. Et je termine par là. Là, vous allez recopier la notion d'élite. Ils ont bien écrit là. Nul n'entre ici, c'est les géomètres. Merci, patriarche Bikolo. Alors, Timothée Somba, le patriarche pose un problème de la reconnaissance et même de la formation, puisqu'on a l'impression que nous,
on embrasse un peu de tout, on essaye d'en faire des élites. Il y a aussi ce problème qui se pose en filigrane sur une élite affiliée et apparentée à un domaine d'activité. On ne va pas faire une fixation sur les uns et les autres, mais on a souvent comme impression que dans une famille, il y a 5, 10, 20 magistrats. Et à côté, on se pose la question, mais comment est-ce que dans une même maison, on peut avoir 4 magistrats en 5 ans, alors qu'en face, il y a aussi des gens qui vont à l'école, mais qui n'ont pas cette capacité, ou alors qui n'ont pas cette chance, cette grâce de réussir là où on forme des magistrats. Vous posez là un problème de recettes. Est-ce que toutes les mères de mon village préparent le japche de la même manière? Voilà. Vous allez voir qu'il y a des recettes, des techniques, des astuces qui sont susceptibles d'être transmises de génération en génération et à la cuisine. Et qui va faire que dans la même famille, on aura toujours la meilleure cuisinière du village. Le problème n'est pas là-bas. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que parrainage rime avec canclitude. Non. Voilà. Parrainage ne rime pas forcément avec canclitude. Ouais. Le problème est lequel? Et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème. Tout à fait. Le problème, c'est le mode de choix C'est tout. de l'élite. Et même de formatage à la base. À la base. Parce que, à une époque, on a mis tout sur les critères de loyauté et d'allégeance. Mais ils ont un effet pervers. C'est que celui qui travaille, j'oublie le nom de cet auteur philosophe qui a dit que la charité annule la dignité. Lorsque vous devez votre poste, non pas à votre capacité à penser collectif, mais par le bien vouloir de quelqu'un, vous êtes plus enclin à faire ce que la personne veut. Et je me rappelle qu'un chef d'entreprise un jour a dit qu'il préfère un employé loyal, mais incompétent, qu'un employé compétent qui n'est pas loyal. Un tel modèle est dangereux dans une société qui veut se construire. Oui. Comme l'a dit mon frère Ongui tout À à ce l'heure. niveau, donc, vous préférez que dans une entreprise, il y ait 5 ingénieurs d'une même famille s'ils sont compétents. Là n'est pas le problème. On pose une problématique africaine qui est perçue et justement les contributions Je nous font savoir que nous touchons là où ça peut être sensible. Même si, je vous dis, Dites-nous, moi, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait dans un ministère 5 directeurs appartenant à une même région? Je suis fils d'enseignant. Oui. Lorsque ma maman enseignait la catéchèse, à partir de la classe de 3e, je l'aidais déjà dans ce sens. Ça veut dire que j'ai des prédispositions à enseigner. Ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvé dans ce domaine. Et chez nous, nous sommes nombreux à avoir ces prédispositions. Le problème, c'est comment on accède à la fonction. Raymond Aron disait, la politique, c'est le choix entre le préférable et le détestable. Sa citation la tient ici. Quel est le choix qu'on fait entre la méritocratie, qui pour moi est le préférable, et les critères d'allégeance qui sont les détestables, parce qu'il y a trop d'effets pervers. Quand vous dites que, avec les diplômes et autres, mais le développement n'est pas impulsé, c'est normal. Parce que les critères de loyauté créent des rentes de fonction. Celui qui vous a nommé pour vous appeler à minuit, il vous dit j'ai envoyé tel, donnez-lui le marché. Vous ne pouvez pas refuser. Vous voyez ce qui est en train d'arriver au directeur du fonds routier, qui ne doit son poste à personne, uniquement qu'à son CV, à l'issue d'un appel à manifestation ouvert. Mais comme on est en train de tout faire pour chasser aujourd'hui, parce qu'après la réforme du 10 juillet 2025, désormais au fonds routier, on va nommer sur la base des critères de loyauté, qui ont donc des effets pervers, castrateurs pour le développement. Maintenant, nous sommes en Afrique, mosaïque culturelle. Oui. On a un outil qui permet de juguler l'équilibre régional à travers des mécanismes de discrimination positive. Mais l'équilibre régional, si je prends le cas du Cameroun aujourd'hui, est déjà obsolète parce qu'il repose sur les quotas et non plus sur la représentativité régionale. Vous avez telle région à 15%, alors que le taux de scolarité est déjà carrément péréquaté au Cameroun. Donc on doit revoir de telles politiques. Parce que c'est bien que dans un village, s'il y a 10 colonels,
qu'il y ait un colonel dans chaque famille. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres qui ont des aptitudes à être colonel? On les jette. C'est là que se trouve donc C'est notre là crise, que se trouve le à problème. force de vouloir niveler à la Il faut base. donc construire une société dans laquelle tout le monde sait que tant que je suis brillant, je suis brillant dans ma région, je pourrais être colonel. C'est ça. Or, le logiciel aujourd'hui, c'est que on ne sait pas comment les gens font pour devenir ce qu'ils sont. Quelqu'un se lève le matin, il n'a presque rien fait, il n'a pas fait grand-chose, mais parce qu'il est le neveu de tel, il se retrouve à tel poste en 2 jours. Et si c'est votre camarade de classe, il se met à vous envoyer les dossiers qu'on lui code par WhatsApp, en vous mentant que j'ai une réunion à 10 heures. Le ministre m'a coté ce dossier, que traite-moi ça rapidement. Et tu te dis, comment moi je fais pour être à la maison et traiter les dossiers d'un ministre, alors que c'est le mec qui est nommé. Il a d'abord fait comment pour être nommé là? Voilà l'effet pervers du système de loyauté. Or, dans un système de mérite, qu'on matine avec les questions d'équilibre régional, parce que les intelligences, nous les trouvons dans toutes les régions. Oui. Dans un tel système, on aura la crème. Et une société dans laquelle chacun sait qu'il est là, parce qu'il a travaillé. Et une société où tout le monde va donc se mettre au travail. Merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut nécessairement accoler système de loyauté et la méritocratie. On doit inverser la courbe. La méritocratie doit primer. Ça doit être le premier critère. Et le dernier critère, quand on vous pose la question à l'oral, il y a des mécanismes pour tester le degré de loyauté des gens. La question de loyauté doit venir en dernière position et non en première. Merci, position. merci Timothée et Somba. Alors, docteur Nguéné, si l'on s'en tient à ce que le journaliste sur le plateau révèle en termes justement d'orientation et de pourcentage, on pourrait tout simplement penser que les pays africains sont condamnés à être où ils sont. Lorsque les critères d'allégeance seront toujours dominants et que la compétence aura la portion congrue en termes d'orientation, en termes de désignation, de fabrication des élites, on sera toujours justement ces pays observateurs du monde. C'est ce que Gérard Blanchet dénonce dans ses travaux lorsqu'il parle de l'élite africaine prédatrice. En réalité, c'est cette élite politique-là dont on ne ressent pas son influence sur le bien-être des populations. Ça, ce sont les travaux de Gérard Blanchet. Il développe un peu ce que l'on appelle la déconnexion de l'élite. C'est-à-dire, l'élite est déconnectée des priorités. Mais c'est justement parce que l'élite a été façonnée pour être déconnectée. C'est toute la problématique qui façonne cette élite. Cette élite, autant pour moi, est façonnée par la plus grande élite. Permettez-moi d'utiliser cette expression. En réalité, il y a des indicateurs qui permettent de démontrer un peu comment l'élite contribue au bien-être des populations. Parce que le principe à la base, c'est quoi? C'est que l'élite est là. Les populations attendent. Mais en réalité, on va mesurer, il y a des indicateurs. Et les premiers indicateurs qui sont souvent mesurés, c'est le niveau, par exemple, de népotisme, le niveau de gouvernance, le niveau de corruption, la transparence, la gestion au quotidien, le niveau de détournement et autres. Mais en réalité, quand on observe l'élite africaine aujourd'hui, on va quand même se rendre compte que l'élite qui a beaucoup péché dans ces indicateurs que j'ai cités, c'est en réalité l'élite africaine. C'est en ce sens que Gérard Blanchet parle de l'élite prédatrice. Oh, et c'est pourquoi on disait que l'Afrique est mal partie. Après cette lecture, en 83, René Dumont, il avait déjà anticipé. Parce que l'autre problème, ça, il faut qu'on se le dise, à trop fabriquer l'élite politique, on a oublié de fabriquer, de penser et de mettre l'accent sur l'élite économique. On pourrait se poser la question de savoir comment et quand est-ce qu'on va continuer
à fabriquer ce que l'on a appelé à l'époque les champions nationaux. Oui. On n'en fabrique pas assez. Mais il faut aller vers là parce que les meilleures élites sont les élites économiques. Lorsqu'on fabrique des champions nationaux et que les critères à la base même de choix de ces champions-là sont sujets à caution, on est encore en train de se tromper. C'est toujours un problème lié à la manière dont l'élite politique fabrique ces champions. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, quand on va mesurer cet indicateur, on va voir qu'il y a trop de frustration en la question. Or, il faut aller vers là. Il faut créer ces champions. Moi, j'aime souvent, je me suis souvent posé la question de savoir, mais quelle est la politique de nos élites africaines pour produire, par exemple, des Dangote agricoles dans beaucoup de pays en Afrique. L'Afrique est aujourd'hui le pays dont la croissance démographique est très élevée. L'Afrique aura besoin de se nourrir. Mais essayons de voir comment nous allons fabriquer ces Dangote agricoles, comment nous allons fabriquer ces champions nationaux qui vont nous produire la production agricole. Ce sera l'un des challenges de l'Afrique du futur. Vous savez, j'aime toujours aller dire, hein, les grandes batailles du futur seront les batailles liées à la production. Et si vous ne produisez pas, ceux qui sont capables de produire vont mener des batailles foncières pour utiliser cette terre pour produire. Mais il est temps quand même, à un certain moment, de penser et de se projeter pour qu'on essaye de se dire, à travers les élites politiques, c'est bien, mais comment nous fabriquons ces élites économiques, ces champions nationaux? C'est toute la problématique. Excellent. Merci, Dr Julien Nguéné et Dr Badjek. La question de la fabrication, elle revient avec acuité, mais il y a aussi une autre question, plus grave encore, c'est la question de la redistribution. Puisque nous sommes en Afrique, on a un logiciel qui voudrait que lorsqu'il y a une viande au village, tout le monde puisse avoir un morceau. Et si l'élite ne comprend pas qu'il faut redistribuer un peu, on se retrouve avec justement des situations où on a l'impression qu'il y a cette rupture entre justement le discours de l'élite et la base, qui parfois justement manifeste son mécontentement avec des actes comme on a pu en observer au sortir de la présidentielle, où justement certains disaient et estimaient que votre présidentielle là ne sert à rien, nous on souffre ici en bas et qu'il faudrait peut-être penser aussi quelque peu à nous. La question de la redistribution au niveau des élites, elle devrait être revue ou alors tout simplement corrigée. Déjà, je vais vous dire que le néopatrimonialisme est un modèle économique par défaut reconnu par l'ONU. C'est-à-dire qu'on accepte que les gens vont accéder au stade de l'élite et pourront développer tant bien que se peut l'environnement dans lequel ils évoluent. Ça, moi, j'étais surpris de le lire. Bon, maintenant, c'est que nous avons vu les matrices de fabrication des élites sont claniques, ostracisent, et voir créer toujours des frustrations, des fractures sociales. C'est clair que à partir de ce moment-là, on ne peut plus être capable de concevoir la fabrication des élites si jamais celles-ci ne sont pas équitables dans une société moderne. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous encourageons l'élite du parrainage. Il faudrait que justement cette élite du parrainage puisse s'amincir, hein, c'est-à-dire se diminuer considérablement. Oui. Alors, maintenant, lorsque on regarde ce que les élites devraient apporter, si jamais les élites ne sont pas fondamentalement formées pour être capables de créer de la richesse, le développement, être altruistes, n'est-ce pas, elles ne pourront pas se définir et être dans l'environnement. Pensez-vous que cela est possible lorsque justement la technostructure ou alors l'environnement vous positionne dans justement le logiciel d'une élite de rente, puisque lorsqu'on vous nomme, tout de suite il y a la fête au village, tout de suite les frères disent tout de manger est arrivé. Oui. Mon frère nommé. Bon, c'est mon tour. C'est ça. Écoutez, je m'étonnais pourquoi est-ce qu'il y avait la fête chez les ministres quand ils étaient nommés, alors que ils sont apprêtés pour avoir beaucoup de problèmes. Non. Est-ce que vous croyez que lorsqu'un ministre est nommé, ce sont ces économies qui donnent à boire? Non, ce sont les hommes d'affaires qui viennent le voir et qui disent que bon voilà, nous sommes là. Non, il y a ce cercle vicieux qu'il faudrait être capable de détruire dans nos sociétés. Je ne pense pas que cela se passe. C'est pas le cas ailleurs?
Non, ça m'étonnerait que cela se passe. Non. Le problème déjà, c'est que la création, la fabrication de l'élite sous d'autres cieux des sociétés de développement ne répond pas au même canon que la fabrication de l'élite d'ici, au niveau de l'Afrique. Je pense que nous devons évoluer. Nous devons évoluer et tout part de cette vision politique. Lorsqu'on va l'établir et que cela va entraîner un certain nombre d'axiologies stratégiques, eh bien, nous sommes d'accord que, n'est-ce pas, beaucoup de choses vont changer. L'élite va servir à quelque chose. Voilà. Parce que nous sommes conscients tous, nous sommes unanimes que la matrice de fabrication, elle est clivante. Elle est clivante et il faut essayer de la mincir. L'élite ne redistribue pas. On ne peut pas être élite. Mais c'est pas. Attendez. Et ne rien de la population. Attendez. Arriver dans un vous êtes en train de valider, n'est-ce pas, un cercle vicieux de kleptomanie. Parce que je vous laisse faire. Non. Est-ce que le logiciel est conçu pour faire autrement? Si vous avez gagné de l'argent normalement, et que vous êtes payé normalement, que vous n'attendez que votre salaire et peut-être quelques primes, vous n'allez pas commencer à distribuer l'argent à tout vent. Vous le distribuez parce que c'est déjà de l'argent qui est... On ne parle pas de distribuer, on parle de payer des pensions, de soigner, de faire un pont, de mettre un peu d'électricité. Justement, l'élite devrait apporter le développement. Apporter le développement, on dit souvent, apprenez-moi à pêcher, ne me donnez pas du poisson. C'est un peu ça. Voilà, c'est un incubateur. Voilà, c'est un incubateur, l'élite. L'élite, il est varié. Aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir cantonner l'élite seulement dans le domaine du développement et tout. Notre frère Bikoro a bien dit, il a fait peser le côté traditionnel. Il ne faudrait pas qu'on enlève ça, n'est-ce pas, de notre registre. Nous avons une tradition à préserver. L'élite doit être capable de pouvoir apporter quelque chose dans cette tradition. Est-ce que vous pensez que c'est le domaine traditionnel qui est épargné par cette course? Il est extrêmement... Parce que tout le monde est élite, tout le monde est chef, tout le monde il est extrêmement corrompu. Tout le monde est mombok, tout le monde est ceci. Les mombok, même, j'en sais quelque chose. Hein, on arrive. Non, on arrive. on y est presque, mais je suis au regret d'avoir quand même un regard déjà absolument dubitatif, n'est-ce pas, curieux de la manière avec laquelle certaines élites traditionnelles peuvent se comporter. Voilà. Non, ce que nous voulons dire aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait voir les enjeux et défis, n'est-ce pas, de notre Afrique et savoir ce que les élites peuvent faire pour cela. Pour cela, il va falloir des experts, il va falloir des hommes de l'innovation, il va falloir des hommes de la fabrication d'un État qui cherche la prospérité, la gouvernance. Eh bien, c'est là où l'élite doit exceller. Je vous donne juste un exemple terre à terre pour qu'on le comprenne. Vous avez deux étudiants qui sont sortis, qui rentrent à l'ENAM. L'un a été parrainé, l'autre a passé son concours. Ils sortent, ils sont affectés, ils ont exactement le même poste. L'un, parce que il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a, il va innover, il va créer. L'autre, parce qu'il est né avec une cuillère dans la bouche, n'est-ce pas, va continuer à jouer avec des relations, le fils de tel, et le rendement sera totalement différent. Donc on est l'élite qu'on voudrait bien être. Il y a des élites qui ne sont élites que de nom. Il y a des élites qui sont élites parce qu'elles sont altruistes, elles peuvent créer, elles peuvent développer, elles peuvent apporter, elles peuvent permettre une certaine dynamique avec ceux avec lesquels elles interagissent. Merci Dr Badjek, Dr Jean-Moïse Mbok. Alors, il va nous rester 16 minutes. Chacun va essayer justement de voir en quoi est-ce qu'on peut corriger justement les manquements qui sont ceux de notre élite telle qu'elle se comporte aujourd'hui sur le continent. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être rapidement corrigé, qui est corrigeable le plus rapidement possible pour que l'élite africaine ne soit plus une élite de contestation, de rente, mais qu'elle soit une élite catalyseur de développement? Mais à mon sens, ça commence par la mentalité. Qu'est-ce que nous avons à l'esprit? Qu'est-ce que nous avons retenu de ce que c'est que l'élite, celui qui est élevé en distinction, qui est un facilitateur, un incubateur. De l'autre côté, il y a ce que moi j'appelle la vision, et je l'appelle même vision minimum nationale. Je prends le cas de la Corée du Nord, Corée du Sud, autant pour moi, qui est devenu un des 4 dragons, on va dire comme ça, de l'Asie. Pourquoi? Simplement, l'industrialisation
tourné vers l'extérieur. Le problème de nos élites, c'est qu'on est trop tourné vers l'intérieur. Et vous voyez que parce qu'on est tourné vers l'intérieur, on a l'impression qu'il faut dépanner les gens. Pourtant, quand on est tourné vers l'extérieur... On a vraiment la pauvreté, Jean-Maurice Bon. Non, Vous ne non, pouvez pas être Stéphane, disons pas ça. Et arriver au village, dire que regardez vers l'extérieur, alors que les mamans vous demandent qu'on n'a pas le pétrole. Voilà, Stéphane, on ne dit pas de regarder vers l'extérieur. On organise le regard vers l'extérieur. Et c'est des choses vraiment simples. Ce que mon cousin fait, mon rôle en tant qu'élite, est de lui faciliter la commercialisation de sa production. Donc, la meilleure façon de l'aider, c'est soit je lui apporte plus d'engrais, plus de moyens des intrants, parce que l'État même met ces facilitations à disposition. Le ministère de l'Agriculture, il suffit qu'il y ait des conditions qui soient remplies, que vous puissiez être accompagné. Donc, l'élite, en fait, est la personne qui est informée, est la personne qui a l'entre-gens, est la personne qui est capable de créer le lien entre les moyens et les ressources, si vous voulez, pour que le travail puisse être fait. Donc, pour ma part, aujourd'hui, il faut que l'élite réalise très bien que ce qui s'est passé il y a pratiquement 20 ans en Corée du Sud peut se passer dans beaucoup de pays en Afrique. Et je prends le cas simplement en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso a copié ce modèle. La Côte d'Ivoire même a copié ce modèle, où on peut, de manière nationale, réfléchir le cacao comme un produit de l'international. Ce n'est plus un produit national. Mais ce n'est pas le ministre qui va cultiver le cacao, c'est le ministre qui organise la collecte de tout ce qu'ils produisent et qui facilite la vente à l'extérieur. Il faut donc aujourd'hui que l'élite comprenne que ce n'est pas... Et moi, je reste dans ma définition de la personne qui sait réunir, qui sait rassembler, qui sait détecter les talents et qui sait trouver des moyens pour que les uns et les autres émergent, se développent, se déploient. L'élite, donc, est cette personne qui facilite, qui ouvre des portes, qui fraye un chemin, mais qui aussi sait utiliser sa relation avec la diaspora. Parce que pour le cas de la Corée, c'était la diaspora qui devait découvrir quels sont les produits les plus prisés à l'extérieur et il fallait les produire à l'intérieur pour les vendre à l'extérieur. Donc, c'est une relation interne avec la ressource humaine, c'est une relation externe avec un marché et c'est donc là qu'on met nos moyens, nos emprunts, nos ressources pour que la production aille grandissante, que le marché international soit atteint et chacune de ces personnes va passer du dépannage à la production qui va l'amener quand même à un niveau de responsabilisation. L'Afrique peut le faire. Merci. Patrice Bikoro, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos élites pour qu'il y ait moins de pleurs dans nos villages? D'abord, définir l'élite. On parle ici des porteurs de l'élitisme occidental. On ne parle pas de l'élite africaine ici. Quand vous voyez comment sont construites nos maisons en Afrique, c'est la perpétuation de l'élite africaine, de l'élite occidentale. Avec le portail? Moi, je suis allé à Tombouctou. Aucun clou. Aucun. Comment est-ce qu'ils font là-bas? Les chefs d'État français, je ne vais pas les citer, ici. Là-bas, il n'y a pas de problème d'électricité, de froid, de chaud. Ça se régule en fonction de la nature. Tout à fait. Dans un plein désert, l'histoire raconte qu'un grand président français, quand il avait... C'est pour ça que sa maladie est restée longtemps, les médecins ne comprenaient pas pourquoi il vit longtemps. Il y allait nuitamment, et il y avait une sorte de bain-marie qu'il subissait là-bas pendant une semaine ou deux. Regardez les gens dont vous dites qu'ils sont devenus élites. Ils enrichissent l'économie extérieure. Grosse voiture. Ils laissent le macabre de Monjomokot, ils s'en vont dans une... Ils appellent ça comme une grande surface. Oui. Place. Regardez nos types d'élite. Les pêcheurs de Kribi n'ont jamais vu quelqu'un venir acheter leur poisson. Il y a un gars qui fait le retour en vogue du capitaine camerounaise. Vos élites occidentales, bombardées par des titres compliqués, aucun lien avec le village. Je vous dis que pour qu'on s'en sorte, le médecin doit rester à la clinique, l'enseignant à la craie. Celui qui a été formé à l'ENA pour diriger, dirige. Le problème de nos pays aujourd'hui, c'est que par le système qu'a défini tout à l'heure mon petit frère journaliste, les gens croient que parce qu'on les a mis en place depuis 1960 pour continuer à perpétuer le blanc, je préfère dire ça comme ça de façon plus laïque, ils ne se rendent pas à l'évidence qu'ils sont en train de donner des solutions pour régler le problème de l'Occident qui n'est plus chez nous ici.
je vais vous décevoir. J'ai demandé aux gens de mon village de plus faire le cacao. On ne mange pas le cacao. Les prix ont d'ailleurs baissé. Non, ne parle pas de prix. C'est que tu es perdu. Je vous dis qu'on se développe en fonction de ce dont la nature vous a pourvu. C'est ça. Tout à fait. Au nom de quoi, depuis 60 ans, nous nous battons pour que l'Anglais boive du thé et le café le matin. Pour avoir de force pour aller développer son Angleterre. Économie coloniale. C'est le problème que nous avons et c'est la malchance que l'endroit le plus accompli des gens qui sont inutiles au demande de l'Afrique, c'est la fonction publique. Nous pensons donc qu'il vaut mieux que nous réfléchissions. J'entends les gens dire qu'ils ont faim. Quand on fait un deuil dans mon village, on fait un mariage, 75% des trucs de jouissance sortent de l'extérieur. Vous mangez le riz, vous êtes dans le caviar, vous êtes dans le champagne. Le cueilleur de vin fait comment? Et à la fin, vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi. C'est parce que ce dont vous voulez faire développement dans votre contrée ne s'adapte pas. Une fois qu'il y a manque ou crise, vous avez donc l'impression que vous avez un réel problème. C'est pour ça que moi je pense que, comme dans la termitière et la ruche, dès qu'il y a dysfonctionnement, la première chose que les gens là font, c'est de couvrir la reine et de l'enlever parce que la reine est un référentiel. L'élite doit être un référentiel. Il n'a pas pour eux d'aller manger au village. On doit se rendre compte que l'initiation qu'il a eue, ça a permis qu'il sorte du lot. Tous ceux qui viennent derrière vont vouloir faire l'initiation pour qu'ils puissent trouver leur corps. Et un matin, tout le monde sera au même pied d'égalité face à ce que vous appelez on a réussi, je ne sais pas quoi là. Mais tant que vous faites des critères de réussite de l'élite par rapport à ceux dont ils n'ont pas été prédestinés, nous allons toujours faire le bis de petit A. Merci. Et on tournera toujours. Merci Patriarche Timothée Somba. Je vous donne 3 minutes pour justement votre vision par rapport à ce qu'on pourrait améliorer dans le déploiement des élites africaines. Oui, le président Paul Biya a parlé de la crise des modèles. Si on assigne à l'élite le rôle développementaliste, on a tué l'élite. Ce n'est pas son rôle. L'élite n'est pas là pour faciliter, ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'élite est d'être un référentiel, comme l'a dit le doyen, être un modèle, être une lumière. Dans mon village, dans Macron, on fait comment? Voici ce qui se passe. Lorsque dans le système de la méritocratie, je suis nommé sous-directeur du budget dans un ministère, ma manière de réfléchir, d'innover, parce que je sais que je ne dois mon poste qu'à mon excellence, je vais produire des résultats qui vont permettre à tout le monde de travailler. Et le travail commence par quoi? La quête de l'information. Lorsque vous êtes élite et que vous achetez le journal, vous partez distribuer dans votre village, vous n'aidez personne. Vous les rendez dépendants du journal que vous venez offrir. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. Il y a des offres dans les ministères, il y a des offres même dans les entreprises privées, mais les jeunes ne sont pas au courant parce qu'elles attendent que Timothée publie les offres sur son statut. Le jour que Timothée ne publie rien sur son statut, les gens ne sont au courant de rien. C'est un problème. Il faut qu'on sorte de la logique de l'élite qui devient le Deus ex machina des villages. Non. Il faut cultiver l'excellence sur la base des valeurs. Lorsque vous voyez Samuel Eto'o, le rôle de Samuel Eto'o n'est pas de farouter. Samuel Eto'o doit dire aux gens combien de séances de footing il faisait par semaine pour être le meilleur dans un espace concurrentiel. Avec les jeunes. Voilà ce qu'il doit dire. Francis Ngannou doit dire le nombre de pompes qu'il fait pour bastonner les gens par KO. C'est tout. Voilà le rôle de l'élite. Ce n'est que accessoirement que quelqu'un peut être charitable ou généreux. Parce que la meilleure richesse que vous donnez à quelqu'un, c'est la connaissance. Et on dit que qui détient le savoir détient le pouvoir. L'élite doit donc être un diffuseur d'astuces, un diffuseur de savoir. Tant que nous avons des élites qui jouent les généreux, quand ils arrivent au quartier, à mon entrée, il y a beaucoup de mototaximens, je prends 2000, je leur donne, allez boire la bière, je n'ai pas joué mon rôle. Je dois leur dire comment je fais pour parler à la télé sans bord. Par exemple, oui, c'est ce qu'il faut leur dire.
Je vais vous raconter, sortir avec cette petite anecdote. 30 secondes. 2 enfants viennent de l'école avec les bulletins. Un a eu le tableau d'honneur. L'autre, qui est apparemment le plus intelligent, n'a jamais eu de tableau d'honneur. Pourquoi? Il ne sait pas qu'on doit étudier. Celui qui a conscience, qui n'est pas très intelligent, étudiait tous les jours. Et il doit rendre ce que la maîtresse a mis dans sa C'est tête. donc comme ça que je dis à l'autre que lorsque je vous observe, tu es plus intelligent. Mais je ne t'ai jamais vu faire les devoirs. Étudie comme l'autre pour ramener le tableau d'honneur. On vend les références. Merci. Docteur Nguéné, en 1h30, comment est-ce qu'on façonne? Il faut quitter de l'élite de la déconnexion à l'élite de la connexion. Vous savez, la diaspora a versé en Afrique en 2024 près de 50 000 milliards de francs CFA en Afrique. C'est 2 fois plus que les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. C'est en moyenne 1000 milliards de francs CFA pour chaque pays en Afrique. Voilà une élite qui est déconnectée. Et il faut la connecter. Oui. Sinon, ça crée des frustrations et ça crée davantage de fuites de cerveau. Les derniers résultats de l'élection présidentielle au niveau de la diaspora parlent que cette élite voudrait être connectée. Voilà une nouvelle école de la fabrication des élites. Il faut y tenir compte. Sans compter les autres manières de... Il ne faudrait pas que les élites, par exemple, qui sont dans les projets, disons-le au niveau du Minader, s'accaparent de tout. Tous les projets, les intrants et autres. Comment le petit producteur, comment moi qui voudrais s'évertuer dans la production, je ne sais pas moi, ananas, citron et autres, je fais pour également avoir accès à ces intrants. Voilà comment on doit également me fabriquer pour devenir un Dangote agricole. C'est ce que j'appelle une nouvelle fabrication. Parce que tu n'es pas dans le réseau d'allégeance. C'est toute la problématique. Merci. Lorsqu'on s'auto-fabrique, il faut qu'on soit accompagné pour fabriquer cette auto-fabrication de l'élite. Merci, Dr Nguéné. Et Dr Badjek, le mot de la fin sur la question. Bien, j'ai apprécié le terme de référentiel. Donc, je pense qu'il faut d'abord rentabiliser le référentiel, n'est-ce pas, de l'État, de la nation, dicté par une vision. Et il ne faudrait pas que la dynamique soit à l'inverse. Il faudrait que c'est cette vision-là qui crée, n'est-ce pas, la panoplie de besoins et qui va donc créer l'élite, au lieu que ce soit l'élite qui arrive et qui arrive dans un domaine qui est complètement, qui doit tout faire, qui est aride. Donc il y a un problème aujourd'hui, c'est dans la matrice de création, de fabrication, elle doit être gouvernée par une vision. C'est ce que moi je pense qui devrait être fait. Et aussi cette élite devrait être capable de pouvoir intégrer l'espace synergiciel, être capable de comprendre que l'élite est complémentaire aux autres élites. Merci, Dr Badjek. Merci à vous. Juste une seconde. 30 secondes. Je veux insister sur la réalité des âges. Il faudrait que l'Afrique respecte tous les âges que nous avons, pour qu'il y ait cette synergie naturelle entre les générations, qu'on nous coupe, qu'on ne rompe jamais les ponts. Merci, Dr Jean-Moïse. On va dire que ce qui pouvait être dit concernant justement cette fabrication des élites africaines a été dit et on est sorti, vous l'avez remarqué, par justement ces conseils à ces élites-là. Merci à tous ceux qui ont apprécié et noté la hauteur des échanges de ce soir. C'est ce vers quoi nous aussi, modestement, élites, tendons, qu'il y ait des débats de véritablement très haute facture pour qu'on puisse arriver à des résultats probants. On va vous dire merci de nous avoir écrit. Merci d'avoir réagi sur nos différentes plateformes. On va se donner rendez-vous lundi prochain, donc à 21h à Yaoundé, Cameroun. Bien le bonsoir.